Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre pour votre édition de 22 heures. Nous verrons donc au sommaire. Le ministère des Affaires étrangères, en partenariat avec la primature, a organisé la Journée internationale de solidarité pour le peuple palestinien. Et au Proche-Orient, un cessez-le-feu permet aux pêcheurs de reprendre la mer et relancer leurs moyens de subsistance. Bonsoir à vous et merci de nous rejoindre. Dans un vibrant témoignage de son engagement indéfectible envers la cause palestinienne, la République djiboutien a organisé ce matin au Palais du Peuple une cérémonie nationale diplomatique de haut niveau à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. L'événement s'est déroulé sous le haut patronage du président de la République, célébrée chaque année le 29 novembre. Cette journée internationale visant à rappeler la justice et la cause palestinienne et à mettre en lumière les droits inaliénables du peuple palestinien, la liberté, l'autodétermination, l'établissement d'un État indépendant tout en dénonçant l'occupation et les violations commises sur le terrain. La cérémonie a rassemblé un large parterre d'invités en présence du Premier ministre, de plusieurs membres du gouvernement, de l'ambassadeur de l'État de Palestine à Djibouti, des ambassadeurs de pays amis et frères, ainsi que la représentatrice du Bureau des Nations Unies dans le pays. Organisé par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement en collaboration avec l'ambassade de Palestine, l'événement a été ponctué par des séquences artistiques, documentaires poignants, des représentations théâtrales et films retraçant donc les graves violations subies par le peuple palestinien, mais aussi un soutien international et djiboutien à sa juste cause. À l'occasion de la Journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien, j'ai l'honneur de vous transmettre le message du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Cette année, la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien intervient après 2 années d'horribles souffrances à Gaza et le début d'un cessez-le-feu indispensable. Les survivants pleurent la mort de dizaines de milliers d'amis et de proches, dont près d'un tiers d'enfants, et des milliers de personnes ont été blessées. La faim, les maladies et les traumatismes sévissent, tandis que les écoles, les logements et les hôpitaux gisent en ruine. Les injustices persistent également en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, du fait des opérations militaires israéliennes, de la violence des colons, de l'expansion des colonies, des expulsions, des démolitions et des menaces d'annexion. Dans le même temps, des centaines de travailleurs humanitaires ont été tués. La majorité d'entre eux étaient des employés palestiniens de l'ONU. Jamais, dans toute son histoire, l'Organisation des Nations Unies n'a connu de telles pertes de personnel. La célébration de cette journée internationale de solidarité est considérée comme un moment crucial pour mettre en lumière les droits inaliénables du peuple palestinien. Écoutons à présent l'intervention du ministre des Affaires étrangères. Cette cérémonie revêt aujourd'hui une dimension à la fois profondément symbolique et hautement significative. Étant placé sous le haut patronage de son Excellence, le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a longtemps présidé le comité de soutien à la Palestine en République de Djibouti. Tout au long de son parcours, il est resté constant dans ses convictions, fidèle à son engagement intimement attaché à cette cause juste. Au-delà de toute formalité protocolaire, son parrainage constitue un témoignage vivant de l'engagement historique de Djibouti en faveur des droits du peuple palestinien et une affirmation éclatante que le soutien à la Palestine est solidement et certainement enraciné dans la conscience de l'État et de tout son peuple, matérialisant un lien indéfectible de solidarité, de fraternité et de fidélité envers cette cause noble. Dans ce cadre, nous réaffirmons avec fermeté et conviction la position constante et inébranlable de la République de Djibouti en soutien au combat légitime du peuple palestinien frère,
jusqu'à ce qu'il recouvre pleinement ses droits spoliés et établisse son État indépendant sur l'ensemble de son territoire, avec Jérusalem comme capitale. Cette position ne relève ni d'un instant ni d'un calcul passager. Elle découle naturellement de la conviction profonde de Djibouti en la justice et du droit inaliénable des peuples à la liberté, à la dignité, à une vie digne. Aujourd'hui, nous affirmons avec clarté et fermeté que le droit du peuple palestinien accueillera toujours notre soutien inébranlable et que la Palestine vit et vivra dans notre conscience comme dans celle de tous ceux qui croient en la justice et en la liberté. La Palestine n'est pas seulement un territoire, elle incarne la cause du droit, de la justice et de la dignité humaine. Elle demeure une source d'inspiration pour tout le peuple attaché à la liberté et aux valeurs universelles. Ce sont les déclarations du Premier ministre. On l'écoute. En cette journée mémorable, nous nous rassemblons pour réaffirmer avec force et conviction notre soutien indéfectible au peuple palestinien frère, symbole universel des résistances, des courages, des déterminations face à l'injustice et à l'occupation. Les terreurs de l'occupation vous transforment en acier. La République de Djibouti, fidèle à ses principes et à sa tradition de solidarité, n'a jamais hésité à soutenir la cause palestinienne. Aujourd'hui encore, nous réaffirmons notre engagement à accompagner la Palestine dans sa lutte légitime pour la restitution de ses droits spoliés et l'établissement de son État indépendant avec Jérusalem comme capitale. Cet engagement dépasse les considérations conjoncturelles. Il reflète notre conviction profonde pour la liberté et la justice ne s'obtiennent qu'en défendant sans relâche le droit et la dignité des peuples. Dans ce cadre, l'accord récent de jumelage entre la ville de Djibouti et la ville de Jérusalem revêt une portée hautement symbolique, bien plus qu'une simple formalité administrative. Il se veut un pont vivant d'amitié, de solidarité et de fraternité culturelle et spirituelle. Il illustre concrètement le soutien constant de Djibouti à Jérusalem et à ses habitants courageux. Mesdames et messieurs, le peuple palestinien a enseigné au monde le sens du courage, de la persévérance, de l'espérance. Aujourd'hui, comme nous l'avons toujours fait, nous élevons nos voix pour proclamer avec fierté et détermination. Nous sommes avec la Palestine, avec Jérusalem et avec le peuple palestinien dans sa lutte légitime jusqu'à la victoire et la pleine réalisation de ses droits. Et dans une réaction officielle, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a tenu à apporter son soutien à l'État palestinien. On l'écoute. Aujourd'hui, on a assisté à la journée, on a célébré la journée internationale pour la solidarité de la Palestine. C'est une journée qui a été décrétée par les Nations Unies depuis 1977. C'était l'occasion pour nous de nous remémorer que la Palestine encore est occupée et que la Palestine encore et le peuple palestinien encore subissent des exactions, subissent des injustices et que, comme à l'accoutumée, la République de Djibouti à son plus haut niveau, le président de la République et tout le peuple djiboutien a toujours et demeurera toujours aux côtés du peuple palestinien et de l'État palestinien. Mais aujourd'hui, il y a une nouveauté, c'est que plus de 80% des États ont reconnu l'État de Palestine qui vivra, Inch'Allah, dans la paix, côte à côte avec l'État d'Israël. Donc cette année marque également ce penchant positif et une marque d'espoir pour le peuple palestinien et pour l'État de Palestine. Donc c'était une journée et une célébration très émouvante parce que ça nous permet de nous rappeler
que la paix est quelque chose de très important. Ça permet de rappeler à l'être humain et à la conscience collective que la plus grande richesse que nous disposons aujourd'hui, c'est la paix. Il faut la maintenir parce que d'autres ne l'ont pas. On ne peut faire de développement, on ne peut faire des choses que quand déjà on vit en paix. Et puisse Allah, Inch'Allah, libérer la Palestine définitivement de ses colons, de puisse vraiment les rendre victorieux. Et je dirais un mot, Inch'Allah, ya Sha'b Palestine, جمهورية جيبوتي رئيساً وشعباً إن شاء الله سيظل معكم صامدين قلباً وقالباً بإذن الله تعالى. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Issouf, s'est rendu en Alger, en République algérienne, démocratique et populaire, pour participer à la 12e édition du processus d'Orient pour la paix et la sécurité, organisé du 1er au 2 décembre 2025. Hébergé par l'Algérie, le processus d'Orient constitue le forum stratégique dédié à la coordination entre les membres africains du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle vise également à renforcer le partage d'expériences entre les membres africains sortant et entrant dans le Conseil de sécurité. En marge de cette rencontre, le président de la Commission a eu des entretiens de haut niveau avec les autorités algériennes. Il a également été reçu par Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale de l'étranger, avec qui il a réaffirmé la volonté commune de renforcer la coopération en Algérie et l'Union africaine et de soutenir l'action continentale en faveur de la paix et du développement. Le président de la Commission de l'Union africaine a exprimé également une profonde gratitude pour le leadership du président Togolais, dans le rôle essentiel joué par l'Algérie, M. Tebboune, dans la promotion de la paix régionale et dans la diplomatie mondiale. Dans un moment clé pour la coopération, la République Djibouti, présidée par 24 et 27 novembre 2025, à Nairobi, une réunion ministérielle binale d'évaluation de plateformes de soutien de l'IGAD sur les déplacements forcés. La délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Cyril Hassan. Cette rencontre de haut niveau a réuni les ministres d'État ainsi que les membres et responsables gouvernementaux, des experts techniques, des partenaires humanitaires et du développement, ainsi que des organisations et la société civile, des institutions financières régionales, ainsi que des représentants du secteur privé et d'organisations dirigées par des réfugiés. La région IGAD demeure l'une des plus touchées au monde par les déplacements forcés, comptant 5,5 millions de réfugiés, plusieurs millions de déplacés internes et des communautés hautes fragilisées. Les participants ont souligné l'aggravation des crises, notamment le conflit au Soudan, les effets du changement climatique et les pressions socio-économiques. Son Excellence Cyril Hassan a exprimé sa solidarité envers le peuple soudanais, appelé à un cessez-le-feu immédiat, un accès humanitaire sans entrave et un processus politique inclusif. La réunion a également abordé l'impact des réductions des financements humanitaires en 2025 qui a affecté les services essentiels et accru la pression sur les communautés hautes. Les experts ont présenté les tendances régionales du déplacement forcé, l'inclusion socio-économique des réfugiés, les effets climatiques et les besoins de financement pluriannuels. Djibouti a réaffirmé que l'inclusion et protection des réfugiés constituent une priorité nationale, appelant à un soutien international renforcé. Les ministres ont adopté un communiqué ministériel ambitieux confirmant la solidarité régionale, l'intégration des réfugiés l'intégration dans des systèmes nationaux, le rôle des organisations dirigées par des réfugiés, l'importance étant d'une approche régionale et accorder donc à ces réfugiés un état stable. Dans la semaine nationale pour les personnes à besoins spéciaux, dans le cadre de cette 7e édition de cette semaine nationale de l'handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé ce matin à Ila Grand Hôtel cérémonie officielle de lancement des dialogues nationaux sur le handicap, les nouvelles plateformes de concertation visant à renforcer la gouvernance inclusive, les participations citoyennes, les personnes en situation d'handicap à Djibouti. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de M. Elmis Mohamed, secrétaire général du gouvernement, des représentants des hautes autorités du pays, à ses côtés donc de Ali Saïd Baïs,
Mahmoud, directeur général de l'ANPH, ainsi que le directeur général de l'ANSI, le représentant adjoint du PNUD, partenaire stratégique engagé dans la promotion des droits et des bien-être des personnes handicapées. Ces dialogues nationaux, une première à cette échelle, visent à créer un cadre participatif réunissant acteurs institutionnels, organisations des personnes handicapées, société civile, partenaires techniques, financiers, afin d'identifier collectivement les défis persistants et les solutions innovantes. Ces initiatives marquent l'une des étapes majeures de la 7e semaine nationale de l'handicap qui se poursuit avec une série d'interventions et d'événements dédiés à la sensibilisation, au renforcement des capacités ainsi qu'aux échanges communautaires. De ce dialogue national sur le handicap. Cet événement est très important car il marque une étape essentielle dans notre engagement collectif en faveur d'une société djiboutienne plus inclusive, plus équitable et plus solidaire. Il symbolise notre volonté commune de placer l'inclusion pleine et effective des personnes en situation de handicap au cœur de nos priorités. En effet, le mot « inclusion », qui est le principe ou la thématique centrale de ces journées, doit devenir une responsabilité concrète. Voici à présent l'intervention du secrétaire général du gouvernement. L'écoute. C'est toujours un plaisir pour moi donc, de participer à ce type d'atelier et d'ouvrir aujourd'hui les dialogues nationaux sur le handicap. Je crois que c'est le premier du genre et je tenais donc à féliciter l'ANPH pour cette proposition. Les différents panels qui se dérouleront aujourd'hui et demain soulignent déjà l'approche inclusive que nous adoptons à l'égard des questions liées aux handicaps. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, fort heureusement, la problématique des personnes à besoins spéciaux n'est plus perçue comme une question à part, et elle s'inscrit désormais de plus en plus de manière transversale dans l'ensemble de nos politiques publiques. Les différentes thématiques qui seront discutées dans le cadre de ces 2 journées portent sur l'accès effectif aux services, sur l'accès à la santé, sur l'accès à l'emploi, sur l'accès à l'éducation, la protection sociale, la mobilité, le sport et la culture pour les personnes à besoins spéciaux. Toutes ces thématiques sont orientées afin de garantir l'égalité des droits et l'égalité des chances. Et quand je vois, à travers le programme qui nous est présenté, l'ensemble de l'expertise nationale qui animera les différents panels tout au long de ces 2 journées, nous ne pouvons que constater le niveau d'appropriation qui est le nôtre au sein des différents ministères. Cet exercice, nous l'avons déjà réalisé lors du colloque sur la commande publique que nous avons réalisé en 2024. Nous l'avons également fait récemment lors du premier forum africain sur les journaux officiels et c'est cette démarche qu'il convient de généraliser. Mesdames et messieurs, quand nous regardons le chemin parcouru, quand nous voyons les avancées réalisées, il est difficile de croire que la création de l'ANPH ne date que de 2017. L'ensemble des actions réalisées depuis cette période démontre ainsi la détermination sans faille de son Excellence, le Président de la République, qui a su faire de la problématique des personnes à besoins spéciaux une cause nationale et qui a constamment souligné dans sa démarche sa volonté de l'inscrire au sein de nos politiques publiques. Et toujours dans le cadre de la semaine dédiée aux personnes à besoins spéciaux, dans le cadre de cette 7e édition de la Semaine nationale de handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé aujourd'hui 3 panels thématiques majeurs tenus simultanément. Ils portaient respectivement sur l'emploi, l'insertion professionnelle, sur la protection sociale et l'autonomisation, ainsi que l'éducation inclusive et la formation professionnelle. Ces sessions ont réuni des experts nationaux, des partenaires techniques, des représentants d'associations et des personnes handicapées et des acteurs
acteurs institutionnels. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une thématique dynamique de réflexion collective visant à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap à Djibouti. Le premier panel consacré à l'emploi et à l'insertion professionnelle mit en lumière les défis persistants auxquels sont confrontées les personnes handicapées pour accéder au marché du travail. Les participants ont débattu sur les stratégies à renforcer, les formations adoptées, des postes de consolidation, politique publique et implication accrue dans le secteur privé. IRICA, que je représente ici en tant que présidente, a voulu s'associer à la mise en œuvre et à la tenue de ces dialogues nationaux. Nous avons mobilisé des experts dans toutes les thématiques que l'ANPH a proposées pour être des modérateurs ou des panélistes. Et en tant qu'institut de recherche régional, nous sommes très fiers de cette collaboration avec l'ANPH. Dans le domaine de l'emploi et de l'insertion professionnelle, les panélistes et le public ont beaucoup débattu les défis qui se présentent face à l'emploi des jeunes handicapés. On a également mentionné l'initiative présidentielle des 150 postes budgétaires ouverts pour les jeunes handicapés. Nous avons également parlé des opportunités qu'offrent les stages d'apprentissage par rapport à l'amélioration des compétences des jeunes, à l'amélioration aussi des pratiques de recrutement qui devraient être plus inclusives. Donc au niveau des panélistes, nous avions une bonne représentation du secteur privé et du secteur public. Les débats étaient très enrichissants. Nous avons retenu que la volonté institutionnelle et la volonté du public et du privé. Le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, ainsi que la Banque mondiale, ont organisé un atelier régional du projet DRIVE. Financé par la Banque mondiale, ce projet cible spécifiquement les chaînes de valeur de l'élevage, son objectif étant de protéger les éleveurs contre les risques qu'ils encourent, notamment les chocs climatiques et les sécheresses récurrentes, en leur offrant un meilleur accès au financement et les reliant davantage au marché grâce à la facilitation du commerce et à la mobilisation des capitaux privés au sein de la chaîne de valeur. L'atelier a réuni une délégation venue d'Éthiopie, de la Somalie, du Kenya, ainsi que du ZEP-RED, ainsi que des représentants du bureau régional local de la Banque mondiale. Les travaux avaient pour objectif principal de renforcer les capacités des acteurs régionaux sur des outils et approches DRIVE, à favoriser ainsi le partage d'expériences entre les différentes zones d'intervention. Également une infrastructure de régulation, de contrôle, de sécurisation logistique et de l'ensemble de la filière. Au cours de ces dernières années, nous avons entrepris d'importants investissements au niveau du port pour permettre que ces activités aient lieu. Donc, dans cela, il y a des terminaux modernes adaptés à la manutention du bétail, répondant aux standards nationaux et internationaux. Une aire de repos d'une capacité de 2,5 millions de têtes, accessible aussi bien par voie routière que ferroviaire. Et dans un avenir proche, Inch'Allah, des outils numériques destinés à renforcer la traçabilité, optimiser les flux logistiques et faciliter le pré-enregistrement des opérations, ainsi qu'assurer le suivi en temps réel des chargements et améliorer la coordination entre transporteurs, exportateurs, douaniers et services sanitaires. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de la vice-présidente de la Chambre de commerce. C'est un honneur de prendre la parole à cet atelier régional du projet DRIVE au nom des organisations d'appui au secteur privé et plus particulièrement des institutions chargées de la mise en œuvre de la facilité des investissements, la Chambre de commerce de Djibouti et le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Je saisis l'occasion pour souhaiter la bienvenue à nos collègues venus des pays voisins, ainsi qu'à l'équipe de la Banque mondiale. Le projet DRIVE s'inscrit pleinement dans une dynamique sous-régionale où le partage d'expériences et la coordination jouent un rôle déterminant. Depuis un peu plus d'un an maintenant, la Chambre de commerce de Djibouti et le CLE, avec l'appui du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, œuvrent à la mise en place de la facilité des investissements
composante essentielle du projet. Ce dispositif financier innovant vise à améliorer l'accès au financement grâce à des mécanismes de réduction des risques particulièrement adaptés au secteur de l'élevage, encore très informel et confronté à de fortes contraintes pour accéder au crédit bancaire. Voici à présent l'intervention du secrétaire général auprès du ministère de l'Agriculture. La Corne de l'Afrique regorge, comme vous le savez, d'un cheptel régional estimé à plus de 373 millions de petits ruminants. C'est la plus grande réserve de ressources animales en Afrique. Le secteur constitue le principal moyen de subsistance de plus de 50 millions de personnes dans la région, dont un quart de la population djiboutienne. Cependant, ce secteur souffre des effets néfastes du changement climatique, des sécheresses récurrentes, mettant en péril les principaux moyens de subsistance, ainsi que le mode de vie des populations pastorales, avec comme conséquence des conflits pastoraux et surtout la pauvreté qui sévit dans les zones rurales. Conscients de ces effets induits par une série de catastrophes, plusieurs pays de la région de la Corne de l'Afrique se sont réunis pour renforcer leur coopération régionale et relever les défis dans le cadre de ces projets. Je ne saurais terminer sans lancer un appel aux différentes parties prenantes pour leur implication dans l'exécution et le suivi des différentes activités du projet. J'encourage également chacun d'entre vous à participer activement au travail de cet atelier, à partager vos expériences dans vos pays, vos idées, vos attentes. Les conclusions qui émergeront contribueront sans aucun doute à orienter les actions prioritaires dans le gouvernement et améliorer la performance globale de la chaîne des valeurs, l'élevage dans la Corne de l'Afrique. Et sous l'égide du ministère de l'économie numérique et de l'innovation, la journée de l'entrepreneuriat célébrée à Belbela, Ar-Rahma. Placée sous le patronage du ministère de l'économie numérique et de l'innovation, la journée de l'entrepreneuriat s'est tenue hier à Belbela Rahma sous le thème Inspiration, Action et Opportunités. Organisée par la commune de Belbela en collaboration avec les réseaux entrepreneurs djiboutiens ambitieux, RIDA, l'Union européenne et la Banque mondiale, cette journée a rassemblé un large public, responsables institutionnels, acteurs du développement ainsi que des centaines de jeunes de la commune. Le réseau RIDA, structure engagée dans la promotion de l'entrepreneuriat, a rappelé sa mission, bâtir une communauté solide d'entrepreneurs capables de transformer les idées des projets durables, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays. Cérémonie qui s'est déroulée en présence du secrétaire général à la décentralisation, le président de la commune de Belbela, du président du réseau RIDA. De notre jeune à créer, innover, à entreprendre. C'est tout l'essence de cette journée intitulée Belbela Entrepreneuriat Day. Inspiration, action et opportunité. AREDA, réseau des entrepreneurs djiboutiens ambitieux, créé tout juste il y a 11 mois de cela, nous croyons profondément que chaque jeune porte en lui une idée, un talent, une conviction, qui peut devenir une entreprise, une solution ou même une transformation pour sa communauté. Notre rôle est simple, réveiller cette ambition, l'accompagner et lui donner les moyens d'exister. Nous avons lancé cette initiative avec une vision claire, valoriser les jeunes qui ont déjà osé entreprendre, inspirer ceux qui hésitent encore, et surtout montrer que des structures existent pour accompagner chaque étape du parcours pour ces jeunes. Je dois également adresser un mot de profonde reconnaissance à son Excellence, le président de la République de Djibouti, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Voici à présent une série d'interventions poignantes du président de la commune de Belbela et de leurs représentants de la Chambre des commerces. On les écoute. L'entrepreneuriat n'est plus un choix périphérique, elle est devenu un moteur essentiel du progrès, de l'inclusion sociale et de la création de valeur. Avec cette initiative, nous soutenons, encourager les jeunes à croire en leurs idées, favoriser la création de solutions innovantes adaptées à notre réalité locale, ouvrir un espace
de rencontres entre l'entrepreneuriat, des entrepreneurs, des institutions et des partenaires, qu'ils soient nationaux et internationaux. Aujourd'hui n'est pas seulement une célébration, c'est un point de départ. C'est un engagement renouvelé pour accompagner, former, soutenir celles ou ceux qui osent entreprendre. Le message que nous voulons vous transmettre aujourd'hui est que toute initiative qui vise à promouvoir l'esprit d'entreprendre djiboutien est la bienvenue. Donc à ce titre, félicitations au réseau REDA et à M. Dato pour son idée extraordinaire aujourd'hui et qui a permis la présence d'autant de personnes. À ce titre, nous avons un ensemble de programmes et de services à la Chambre de commerce qui sont censés accompagner les jeunes entrepreneurs. Il s'agit de programmes de formation. Il y a un programme qui s'appelle le parcours du jeune entrepreneur djiboutien, qui est vraiment adapté à la jeunesse djiboutienne qui veut entreprendre. Il ne s'agit pas d'un programme qui a été fait en France ou ailleurs. Il a été fait à Djibouti par des Djiboutiens et pour des Djiboutiens. Je vous propose à présent d'écouter le conseiller technique du président de la République chargé de la jeunesse. Oui, tout en vous passant les salutations de l'ami de la jeunesse, son Excellence Al-Hag Ismail Omar Guelleh. Comme vous le savez, ce sont les préoccupations de son Excellence. Tenir la main de cette jeunesse, leur offrir, leur donner, leur apprendre. Et ça, ce sont les préoccupations du président de la République. Et pour ça, comme vous le savez, il a mis tout un arsenal institutionnel, juridique, administratif pour accompagner cette jeunesse dans tous les domaines, de l'entrepreneuriat, du social, du travail et partout. Cet arsenal, comme vous le savez, il a mis en place des ministères réservés pour les investissements, des ministères délégués du numérique, de la Chambre de commerce, du ministère du commerce, du guichet unique, de l'ODEPIC. Toutes ces institutions sont pour vous. Et pour clore les discours, le secrétaire général auprès du ministère de la décentralisation s'est exprimé en ces termes. C'est un réel plaisir pour moi de participer aujourd'hui à la première édition de Balbala Entrepreneuriat Day. C'est une initiative qui va dans le sens de la politique, bien sûr, de notre cher président, son Excellence Ismail Omar Guelleh, qui va dans le sens aussi de la politique de décentralisation. Donc, quand on parle du ministère délégué chargé de la décentralisation, il faut savoir que ce ministère il est dédié à l'accompagnement, à l'appui de toutes les collectivités locales de Djibouti et territoriales, bien sûr, dans toutes les initiatives qui pourraient aboutir à un développement harmonisé, équilibré de tout Djibouti, région, commune, ville de Djibouti inclus. Pour la présente initiative, elle souligne la montée en puissance de la commune de Balbala et dans cette population, bien sûr, la majorité, en grande majorité, c'est une jeunesse qui est là. Donc quand on parle de jeunesse, qui dit jeunesse, bien sûr, dit force, dit action, dit créativité, dit tout simplement avenir. C'est pourquoi je tiens, bien sûr, à mon nom personnel et au nom de mon ministre, son Excellence Qassim Haroun Ali, à féliciter cette initiative, le président du réseau REDA, avec toute son équipe, son comité, à féliciter le président de la commune de Balbala. Et ce que je viens d'apprendre aussi, donc, c'est la même action aura lieu dans toutes les communes de Djibouti. Et j'espère, Inch'Allah aussi, dans nos régions. C'était donc la secrétaire générale auprès du ministère de la décentralisation. Dans le rubrique sport de cette édition, à l'occasion du lancement prochain de la FIFA Arabe Cup 2025, un événement majeur du calendrier sportif régional, une délégation du secrétariat d'État chargée au sport a été chaleureusement accueillie à Doha. Hier, le 30 novembre 2025, composée du secrétaire général, la secrétaire générale, Mme Khadiga Ibrahim, de M. Ahmed Ali Ahmed, directeur régional adjoint de l'ANSPS,
Ils ont donc été reçus par le responsable qatari. Cette prestigieuse compétition placée sous l'égide de la FIFA se tiendra le 1er au 18 décembre 2025 et réunira 16 nations arabes. Le tournoi s'ouvrira par une phase de groupe, de 4 groupes, de 4 équipes avant de se poursuivre avec les phases d'élimination. La participation de notre délégation à cet événement d'envergure témoigne de la volonté de notre pays à renforcer sa présence sur la scène sportive régionale, de promouvoir les échanges entre les nations sœurs et valoriser ainsi les principes du sport à jouer. Et stop donc à la violence basée sur le genre, une occasion pour rappeler sur les conditions de sanctions auprès de la justice, l'occasion d'une campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Le système des Nations Unies a organisé un grand panel d'échanges réunissant les jeunes et plusieurs autres institutions nationales. L'objectif étant de renforcer la participation de la jeunesse et promouvoir les actions concrètes pour mettre fin aux violences fondées sur le genre. Le panel rassemblera des représentants d'organisations de la jeunesse ainsi que des experts et responsables d'institutions publiques engagés dans la protection des droits humains, la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre. Il vise à encourager un échange direct et renforcer la collaboration interrégionale et impulser un engagement concret pour une sensibilisation accrue au niveau de la violence. À Djibouti, comme ailleurs, le numérique offre des opportunités extraordinaires pour apprendre, pour s'exprimer, pour échanger, pour entreprendre. Mais il comporte aussi des risques. L'harcèlement virtuel, numérique, la diffusion non consentie d'images, l'usurpation d'identité, les menaces en ligne. Ces violences limitent la liberté de s'exprimer, en particulier pour les jeunes filles. La directrice chargée des violences basées sur le genre auprès de l'UNFD s'est exprimée en ces termes d'écoute. L'atelier d'aujourd'hui fait partie de la campagne mondiale de 16 jours d'activisme placée cette année sous le thème « Tous unis pour mettre fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles ». Ce thème revêt une urgence particulière dans un monde de plus en plus connecté où l'espace numérique, censé être un lieu d'opportunité, est trop souvent devenu un nouveau champ de bataille pour les violences basées sur le genre. Notre engagement au ministère de la Femme et de la Famille est sans équivoque. Il est inscrit au cœur de la politique nationale genre, dont l'une des priorités importantes est de parvenir à la tolérance zéro vis-à-vis des violences basées sur le genre. Et nous allons à l'ICBI dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande. La brigade de la douane de l'ICBI, en collaboration avec les éléments de l'armée BIAS et la police détachée, a procédé à la saisie de plusieurs cartons de cigarettes de contrebande. Opération menée dans le cadre des efforts continus visant à combattre un fléau qui fragilise la sécurité économique du pays et coordonnée par le chef de la brigade, qui a été coordonnée par le chef de la brigade des douanes de l'ICBI, M. Mohamed Moumin Hassan. Elle a également permis d'intercepter une cargaison importante de marchandises illicites. Au total, 8 cartons de cigarettes contrebande ont été saisis, 5 cartons Royal et 3 autres cartons de Bensal. Ces produits introduits illégalement sur le territoire national étaient donc destinés à alimenter le marché noir. Les autorités régionales ont rappelé que la lutte contre la contrebande demeure une priorité nationale. Cette nouvelle saisie confirme la détermination des forces de sécurité de maintien de l'ordre et protéger ainsi l'économie locale contre toute forme de commerce illicite. Et nous passons à l'actualité hors de nos frontières, au Proche-Orient notamment, avec le cessez-le-feu qui a permis aux pêcheurs de Gaza de reprendre la mer après des mois d'interdiction, offrant un premier soulagement économique à des familles dont les revenus avaient été stoppés. Malgré la reprise, de nombreux défis persistent encore, notamment les désembarcations endommagées, le manque de carburant, des infrastructures portuaires à réparer. Ce retour à la mer ravive l'espoir d'un quotidien plus stable, même si les pêcheurs restent prudents face aux risques et aux difficultés encore persistantes dans le pays.
C'est tout, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre aimable fidélité.